Madame, mademoiselle et monsieur, ce message est de la plus haute importance, car dans moins de 12 ans, selon le MIT, la population va s'effondrer avec les guerres, les famines et les épidémies si nous ne réagissons pas rapidement. J'écris depuis 9 ans une œuvre importante présentée ci-dessous, intitulée Manifeste pour la démocratie et l'écologie, traité de non-violence politique et économique. Le tome 2 sur l'économie et l'écologie est prévu pour dans plusieurs années. Je travaillais sur le sujet de la démocratie quand le rapport du GIEC d'octobre 2018 m'a incité à rechercher un complément d'information. C'est la découverte du dernier graphique du MIT qui n'a pas été diffusé par les médias, qui s'ajoute à plusieurs autres études de scientifiques tels Belpomme, le CNRS, Jean Covici, Wackernagel, Ries et Reeves, qui m'ont alarmé. Comme le colibri, j'apporte ici ma goutte d'eau, comme le battement d'aile d'un papillon, les bons gestes que vous ferez demain sauveront peut-être l'humanité d'une fin funeste. Tel est l'objet ambitieux de ce message à diffuser à vos proches. En 1970, le Club de Rome charge le Massachusetts Institute of Technology, ou MIT, d'un rapport. Le rapport Meadows, qui sort en 1972, est la première étude savante qui alerte les politiques et les médias sur les dangers d'une croissance économique et démographique non maîtrisée. Mis à part les écologistes, la population est peu informée de cette première alerte. La croissance se poursuit. En 1992, la réactualisation du rapport du MIT demande une politique internationale judicieuse pour ramener le monde en territoire soutenable. La première conférence de l'ONU sur le climat, ou COP 01, en mars 1995, à Berlin, et toutes celles qui ont suivi chaque année jusqu'à nos jours, n'ont pas réussi à mettre en place un instrument juridique pour contraindre les pays à respecter l'environnement et les climats. Les conclusions du rapport du MIT, réactualisé en 2004, sont plus pessimistes. Toujours aucun plan international de sauvetage en vue, la croissance se poursuit. En 2012, pour l'anniversaire du rapport Meadows, leurs auteurs ont confirmé que leurs prévisions s'étaient réalisées pour la période 1970 à l'an 2000, qui est représentée sur la zone grise du graphique 6 juin. Les courbes prévisionnelles montrent que la courbe Food per capita indique un effondrement des ressources alimentaires disponibles par personne. Cette pénurie alimentaire sera responsable d'une baisse continue de la population mondiale à partir de l'année 2030, qui sera suivie d'une baisse continue de la production mondiale jusqu'en 2100, où s'arrête l'échelle de temps du graphique. Le dernier rapport du GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, paru en octobre 2018, confirme pour la énième fois que la forte émission de gaz à effet de serre est due à la pollution générée par notre modèle économique, industrie, agronomie, transport, surconsommation, etc. L'atmosphère se réchauffe à une vitesse de 0,2 degrés centigrades par décennie, qui s'ajoute à la surchauffe de 1 degré centigrade déjà produite au siècle dernier. Ce réchauffement confirme les alertes lancées par plusieurs scientifiques auxquelles les responsables politiques et les industriels sont restés sourds. Plusieurs scénarios décrivent les répercussions qu'aura le réchauffement climatique si les pays industrialisés
ne prennent pas des mesures d'urgence. Sachez que vous êtes le premier acteur à pouvoir changer quelque chose, parce que vous êtes les plus gros consommateurs d'énergie, comme toutes les personnes des pays développés. Vous êtes, vous, les Européens, les Américains, etc., les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Plusieurs scénarios catastrophiques envisagés par certains scientifiques sont plus que jamais d'actualité. L'astrophysicien Hubert Reeves en donne 3. Le premier est celui que nous vivons et qui semble inéluctable. La température augmentera de 3 à 5 degrés. Des îles et des villes disparaissent déjà sous les océans. La faune et la flore des zones chaudes migrent déjà vers le nord, mais la majeure partie d'entre elles sera dans l'incapacité de s'adapter, faute de temps, et disparaîtra. La population humaine chutera parce qu'elle aura du mal à s'adapter et à s'approvisionner en eau potable et en nourriture. C'est la cause de l'inversion de la courbe de la population présente sur le graphique. Deuxièmement, la température atteindra 60 à 70 degrés et la vie reculera d'1 milliard d'années. Seules certaines espèces, comme les algues et les bactéries, survivraient. Car il resterait 5 milliards d'années de vie au Soleil. On peut envisager un retour de l'homme, mais rien n'est sûr. Troisième scénario. La température s'élèvera de plusieurs centaines de degrés, et toute vie sera anéantie. La vie reculerait de 4 milliards d'années, et le temps astronomique laisserait encore moins de chances à la réapparition de l'homme sur Terre. Notons que le temps astronomique, qui provoque régulièrement les ères glaciaires, est trop long pour contrebalancer le réchauffement climatique en cours. La température moyenne de la Terre durant la dernière glaciation était bien de moins 5 degrés centigrades à celle d'aujourd'hui. Le niveau des océans était de 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. C'est dire les transformations occasionnées par les variations de température du climat de quelques degrés seulement. Les gaz à effet de serre qui provoquent le réchauffement climatique sont l'ozone, le dioxyde de carbone, ou CO2, et le méthane. L'ozone est fourni en grande quantité par l'activité industrielle et les chlorofluorocarbures, dits CFC. La combustion du bois et des carbones fossiles, charbon, lignite, pétrole ou le gaz naturel augmente le CO2 dans l'atmosphère. La déforestation des forêts amazoniennes, au Brésil et bientôt la France, forêts congolaises, indonésiennes, est responsable de 20% des émissions mondiales de CO2. La réduction de l'albédo, qui est le renvoi des rayons solaires vers l'espace, due à la disparition des glaces polaires, accélère le réchauffement. Cette fonte expose le pergisol, qui libère une grande quantité de méthane, un gaz 28 fois plus néfaste que le dioxyde de carbone. Les concentrations en méthane dans l'atmosphère sont 2,5 fois plus fortes que ce qu'elles étaient avant le début de la révolution industrielle. Après une stabilisation au début des années 2000, elles sont reparties à la hausse depuis 2007 avec une nette accélération en 2014, confirmée en 2015. Les activités humaines sont responsables de 60% de ces émissions, selon le journal du CNRS. Le GIEC donnait dans ses rapports précédents les contributions approximatives des principaux gaz à effet de serre. 60% pour la vapeur d'eau, 26% pour le dioxyde de carbone, qui est le CO2, 8% pour l'ozone, 6% pour le méthane et l'oxyde nitreux. Le réchauffement augmentera la vapeur d'eau et les nuages dans l'atmosphère. Les deux graphiques suivants montrent une corrélation entre l'élévation de la température du globe
et l'augmentation des émissions de CO2 dans l'atmosphère. La croissance économique inconsidérée et la durée de vie du dioxyde de carbone et des autres gaz à effet de serre font qu'ils s'accumulent dans l'atmosphère terrestre et emprisonnent les rayons infrarouges responsables du réchauffement de la Terre. L'élimination du CO2 par stockage dépend en partie de la capacité d'absorption de notre environnement et notamment des forêts. Depuis l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, on a constaté que les arbres séquestrent plus de carbone et poussent plus vite, selon des études faites aux États-Unis et en France. Sans être la solution unique, le reboisement contribuera à réduire les gaz à effet de serre. Les océans absorbent près de 30% des émissions du CO2 que nous rejetons dans l'atmosphère. Mais on ne sait pas jusqu'à quand, car la pollution marine provoque une acidification de l'écosystème marin qui détruit les coraux, principaux incubateurs du CO2 avec les algues. Les récifs coralliens sont dégradés par une accumulation de contraintes résultant des activités humaines. La surpêche, la pollution et le développement côtier sont en tête de liste des facteurs de stress chronique, selon le site coralguardian.org. La préservation de la biodiversité des océans est un facteur important dans l'équation climatique. Le scénario du cancérologue Dominique Bellepomme étudie l'incidence du réchauffement climatique sur la santé humaine. L'horloge biologique de l'évolution de la vie sur Terre est très lente. Elle se compte sur une échelle de temps qui se chiffre en millions d'années. De ce fait, l'humanité risque de disparaître suite à de nouveaux problèmes de santé impossibles à résoudre. Le Nord, avec l'augmentation de la chaleur, verra la multiplication des bactéries, des virus et des parasites et l'apparition de maladies tropicales inconnues sous nos latitudes. Quand on additionne tous ces facteurs, nous pouvons craindre un 6e épisode d'extinction biologique dont l'humanité sera responsable, nous dit le professeur Bellepomme. Une longue chaîne de solidarité humaine entre le Nord et le Sud devra empêcher les murs de continuer à se dresser aux frontières des États pour empêcher les populations en perdition d'immigrer. Ces murs étaient au nombre de 66 en 2016 et les États vont vouloir les multiplier pour arrêter les migrations climatiques et économiques qui vont s'amplifier. Sinon, l'humanité sera coupée en deux géographiquement et les populations du Sud, dont l'empreinte carbone ou écologique est très faible, vont payer nos excès. Selon une extrapolation de la courbe démographique précédente, c'est environ 3 à 4 milliards d'êtres humains qui sont menacés de disparaître entre 2030 et 2100. Je vous invite à corriger chacun de vos gestes inconsidérés. Car si l'on considère l'effet papillon dans la théorie du chaos, chacun d'eux peut déclencher l'emballement climatique et provoquer l'extinction de l'humanité. Tout en vivant normalement comme tout le monde, j'ai acquis la discipline de réfléchir à tous les actes de ma vie, en éliminant tout ce qui est superflu, en réduisant ce qui est nécessaire et en augmentant la qualité écologique de mes produits, comme les aliments, les vêtements, etc. Au début, ça demande un effort, mais on s'y habitue vite, et l'entraînement fait que de nouvelles idées nous viennent pour être chaque jour plus justes en général. Cette expérience a motivé l'écriture de la charte de 2003, reprise et augmentée dans mon guide en 2008, et présente sur mon blog intitulé Livre de Jean-Paul Alonso. Dans le guide, vous les trouverez. Le développement personnel représente une priorité sans laquelle l'humain reste prisonnier de ses envies qui sont stimulées et exploitées par les publicistes
pour faire consommer tout et n'importe quoi. J'ai développé une méthode de méditation laïque à cet effet, qui est présentée également dans le blog Livre de Jean-Paul Alonso. Ne pas perdre de vue que les émissions de gaz à effet de serre et la surchauffe climatique dépendent essentiellement de notre consommation, qui dépend de la maîtrise de nous-mêmes, de notre capacité à ne pas céder aux sirènes de la publicité et des apparences. Revenons au gaz à effet de serre. La plus grande consommation énergétique à l'origine des gaz à effet de serre est dépensée, hors agriculture, par la production des objets que nous consommons et utilisons chaque jour. Il faut donc apprendre la sobriété et éviter de renouveler nos appareils inconsidérément. Tant qu'ils fonctionnent, conservez-les, faites-les réparer, faites durer vos produits, car l'échéance 2030 annoncée par le MIT est dans moins de 12 ans. Si la combustion au gasoil rejette plus de particules fines, il rejette en tout moins de gaz à effet de serre, contrairement à ce qu'affirmait notre ministre de l'Environnement, Nicolas Hulot. Difficile d'y voir clair, je sais. Et aujourd'hui, le climat est devenu la priorité des priorités. L'État doit encourager le transport ferroviaire pour limiter les poids lourds, principaux responsables de la pollution. Un poids lourd consomme entre 30 et 40 litres de gasoil au 100 km et il faut les produire, ces camions. Idem pour les téléphones et autres objets. Prenons l'exemple d'un téléphone ou d'un smartphone. 90% de l'énergie utile pour son fonctionnement global provient aujourd'hui de sa fabrication. 10% de l'énergie consommée sert à son fonctionnement durant toute sa vie, bien trop courte. Faites durer le plus longtemps possible vos produits, tout en réduisant leur utilisation au maximum. Fermez vos box internet la nuit, par exemple, baissez votre chauffage, levez le pied en voiture, faites les petits trajets en vélo, etc. Si les fabricants vous poussent à la consommation avec l'obsolescence programmée due à des composants constitutifs comme une batterie intégrée ou des logiciels ou des applications toujours plus gourmandes en mémoire, réfléchissez à d'autres moyens plus propres pour communiquer. Est-il utile d'être constamment connecté à un réseau? Suis-je plus heureux connecté? En diminuant la taille de vos objets, vous réduisez la quantité de matières premières utilisées et les émissions de gaz à effet de serre qui sont toujours proportionnelles à la taille des produits industriels, tout étant égal par ailleurs. C'est valable pour tout, y compris les voitures, les ordinateurs, mais aussi l'habitat. Chaque mètre carré de sol artificialisé diminue la biodiversité, c'est-à-dire rapproche la catastrophe climatique. Soyez le plus rationnel possible, achetez ou renouvelez vos objets que contraints et forcés. Quand on utilise Internet pour faire des transactions, stocker ou échanger des données, on sollicite à distance des serveurs. Les serveurs sont des ordinateurs de stockage des données empilés dans des armoires entreposées dans des salles appelées data centers. Selon Data Center Map, il y aurait 4081 data centers répartis dans 118 pays. L'usage d'Internet et le trafic mondial de données a été multiplié par 4,5 entre 2011 et 2016 selon l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. En 2015, la consommation électrique annuelle des data centers situés en France équivalait à celle de la ville de Lyon. Une manière simple de réduire ses dépenses énergétiques est de réduire son usage d'Internet, des communications et transactions électroniques, de supprimer tous les mails, fichiers et autres informations dont vous n'avez pas l'usage et de vider les corbeilles numériques. D'autres gestes comme payer en espèces pour éviter la monétique, éteindre les box Internet quand elles ne servent pas,
nuit, heure d'absence ou autre. Idem pour tout ce qui est connecté au réseau électrique, hertzien, optique, etc. Regardez autour de vous, parlez-vous, et de belles rencontres à 2 pas de chez vous vous attendent, j'en suis certain. Pour absorber le carbone de l'atmosphère, il faut planter des arbres autant qu'on peut, éviter l'artificialisation des sols et privilégier l'habitat collectif tout en recherchant l'autonomie alimentaire et énergétique localement pour limiter les transports. C'était mon projet pour la ville de Saintes en 2014, présent sur mes blogs. Ne restez surtout pas dans les grandes villes qui seront les premières à souffrir du manque d'approvisionnement, sans pour autant aller artificialiser les sols des campagnes avec de belles maisons écologiques dernier cri. Il faut prévoir des jardins collectifs avec récupérateurs d'eau de pluie, car l'eau viendra à manquer très rapidement. Produire ou acheter des aliments biologiques, acheter des produits en vrac dans des contenants réutilisables, sacs en tissu, boîtes, etc. Pour plus d'informations, voir ma charte. Quand des milliards d'individus appliqueront cette sobriété, nous aurons peut-être la chance d'éviter des souffrances à nos enfants et petits-enfants. Mais 12 ans, c'est très bientôt. Nous sommes dans le lot. Je n'exagère rien. Croyez-moi, je n'ai aucun intérêt à le faire. Le principe de précaution doit s'appliquer plus que jamais. Je vous remercie de faire suivre ce message à vos proches, car mes moyens sont très limités. Jean-Paul Alonso. Dans les notes, j'ai mal de terre d'Hubert Reeves, seuil 2003, Ces maladies créées par l'homme, Dominique Bellepomme, Albin Michel, 2004, Avant qu'il ne soit trop tard, Dominique Bellepomme, Fayard, 2007. Dans une note 2, je dis que les plus longs cycles qui modifient notre environnement naturel et notre vie sont les ères géologiques, qui alternent ère glaciaire et ère tempérée. Ils sont dus à des facteurs astronomiques qui ont été mis en évidence par le savant Serge Milutin-Milankovitch, qui a vécu entre 1879 et 1958. Milankovitch montre que ces cycles sont engendrés par l'influence gravitationnelle du Soleil, de la Lune et des planètes géantes exercées sur la Terre, qui subit aussi des variations dues à l'excentricité de son orbite, à l'inclinaison de son axe ou obliquité, et à la précession des équinoxes. Je cite également futurascience.com et dans une note sur la théorie du chaos, je dis en mathématiques, la théorie du chaos est illustrée par l'effet papillon qui est emprunté à Edward Lorenz qui s'interrogeait si un battement d'aile de papillon au Brésil pouvait provoquer une tornade au Texas. On sait aujourd'hui que nos prédictions en matière climatique sont fiables car elles dépendent d'observations et de mesures incontestables. Certaines références apparaissent également dans le texte qui n'ont pas été citées. Je vous remercie de votre attention.